you, Your Royal Highness, ladies and gentlemen. Thank you Merci. for being back in the room here almost in time. It's Merci perfect. de votre ponctualité, on y est presque arrivé. Je voudrais juste dire un petit mot avant que Charmaine vous parle de la prochaine table ronde. Sur celle qui nous a précédés, je voudrais le répéter. On ne souhaite pas se focaliser sur une religion, comme l'islam par exemple. Certaines personnes en parlaient. Ce n'est pas du tout l'objectif. Juste pour vous donner un exemple, et merci de me l'avoir rappelé, Thomas. Si vous regardez en Amérique latine, c'est assez difficile d'avoir des équipes de football féminines. Ce n'est pas seulement une question de religion. Ça peut être une question de culture, de machisme. Pensez-y, nous devons travailler dur pour changer les mentalités. Ça, c'est un objectif. Donc ça, c'était juste pour rebondir sur ce qui avait été dit ce matin. Beaucoup a été dit au cours du déjeuner. J'ai eu une discussion en disant que nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Nous sommes tous des êtres humains. Nous aimons tous le sport, nous avons tous une passion pour le sport. Et c'est ce que nous essayons de faire, c'est de faire du monde un monde meilleur par le sport en tant que vecteur de paix. Et ici, l'atelier qui nous occupe, c'est plutôt le sport en tant que vecteur de changement. Nous allons partager des histoires d'athlètes et de voir comment est-ce qu'on peut travailler aussi qu'en tant que dénonciateur et d'opérer le changement que nous souhaitons voir se concrétiser. Nous avons également un champion de la paix qui va nous donner des observations. Donc nous allons avoir encore un panel. Nous allons avoir Pedro Pinto, qui est le chef de la communication pour l'UEFA en Suisse. Nos intervenants, Mark Cooper, qui est facilitateur pour le mouvement. Stéphane Diagana, qui arrive. He will join us. Il va nous rejoindre plus tard. He's here. Oh, it's quick, Stefan. Il est rapide. Il fait un sprint comme à son habitude dans le passé. Say it again, Gert Oosthuizen from South Africa. Oosthuizen, d'Afrique du Sud. Nous allons avoir également Bruno Lang, chef de stratégie pour Replicon, et Martin Tenz pour le gérant pour MFP. Before we have a keynote speaker, His Royal Highness Prince Nawaf bin Faisal bin Fahad Al Saud served for many years as the Minister of Youth and Sports of Kingdom in Saudi Arabia. Prince Nawaf also served as the President of the Arab Sports Federation, as well as the Islamic Sports Federation. De la Prince Fédération Nawaf is an islamique, le honorary prince member of the Nawaf est International un membre Olympic ordinaire Committee. du Prince CIO. Nawaf is the first. C'est le premier ambassadeur de Peace and Sport. Merci. Thank you very much. Merci. And welcome. Bienvenue. Assalamu alaikum. Bismillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Your Excellencies, colleagues, ladies Excellences, and collègues, gentlemen, mesdames et messieurs, I'm honored je suis honoré and pleased et heureux to be here with you on d'être ici the parmi occasion vous of the 8th à l'occasion Peace de and la Sport 8e International édition Forum. du Forum international first pour la paix et le ambassador sport. of this great En organization, qualité du premier I have ambassadeur proudly de cette brought grande our organisation, message of peace through j'ai sport véhiculé to avec many fierté areas notre message of de the paix world. à travers le sport dans de I have nombreux coins tried du monde. to do my best J'ai essayé over de the faire de past mon mieux 8 au cours years des 8 and will dernières années continue to work et je even harder m'efforcerai in the de future. continuer d'autant plus As my dear dur friend à Prince l'avenir. Albert has said, Comme mon peace cher ami, le is prince in great Albert, a danger dit, now. la paix est How en grand can danger sport à l'heure help? actuelle. Comment le Sadly, sport peut-il aider? some didn't believe Malheureusement, in peace for the world. certaines personnes ne croient pas believe en la in paix the pour le opposite. monde. Ils They croient want to en bring le contraire. Tragedy in the name Ils of veulent religion. semer la tragédie We au nom offer de la religion. our deep condolences Nous to the families of the souhaitons victims nos of the Paris sincères attack and to the condoléances people aux of familles France, des victimes des attentats à Paris et These au terror peuple de attacks, France, which have ces no attentats support from qui any nation, ne people, or bénéficient religion, du soutien d'aucune nation, d'aucun have peuple, brought the d'aucune attackers religion, a result which is opposite ont to amené what
un résultat qui est le contraire de ce que les terroristes ont souhaité obtenir. Au lieu de semer la terreur, cela a soufflé un vent d'espoir, de victoire, à travers une action unie contre les crimes au nom de la religion. Nous redoublons d'efforts pour résister face à la terreur et trouver ensemble des solutions positives pour notre jeunesse, parce qu'ils sont aussi la cible de ces attentats. À cet égard, le roi Salman a dit récemment au sommet du G20 en Turquie, nous avons une opportunité qu'il nous faut saisir, de coopérer ensemble et de trouver des solutions pour faire face aux défis urgents que sont la terreur et le problème des réfugiés. Nous sommes confiants que nous pouvons atteindre cet objectif. Le roi a également parlé au sujet de la volonté de l'Arabie saoudite de créer un centre international de combat contre la terreur, et ce qui a été salué par toutes les nations, pour pouvoir le rejoindre. Nous, en tant que membres du mouvement Peace and Sport, devrions travailler davantage d'arrache-pied pour aider le prince Albert, qui n'a jamais perdu espoir, et le président Bouzou pour trouver de nouveaux moyens novateurs, pour trouver des solutions locales pour des problèmes mondiaux. J'apprécie tous les efforts que vous déployez dans ce forum, et je suis sûr que cela va permettre de ressortir des bons outils pour bâtir une meilleure paix, une meilleure stabilité pour notre monde. Merci. Thank you, Your Highness. Good afternoon, everyone. Good afternoon, panel. Merci. Great Bonjour to à be tout le here monde. today. I'm very proud to be representing Fantastique d'être parmi vous Forum. It's my first aujourd'hui. time C'est here, la and I've been première fois very que je suis impressed by a ici. lot Je suis of très the impressionné par discussions that les have taken discussions place. qui ont eu lieu I think jusqu'à présent. before we get going, I just wanted Avant to de say something continuer, very je voudrais quickly dire as quelque far as chose très what rapidement sport sur means to me, ce que being le part sport of it for signifie nearly pour 20 moi, years as a parce que sports je le journalist pratique and en now tant working que in the sport depuis plus de industry 22 ans, je with suis UEFA. journaliste I think du sport discipline, au sein de l'UEFA. determination, La fair discipline, play, la détermination, le fair leadership, play, le equality, leadership, all values les that qualités we associate sont with toutes sport, des that valeurs we que nous have véhiculons learned dans from le sport, sport, que nous whether avons it's apprises playing it, whether au sein it's du sport, que ce soit en watching it. jouant, en regardant le And I think sport. this is the spirit Je that pense que hopefully ça, we'll c'est see l'état d'esprit here in this que discussion nous over the allons next voir également dans hour cette or so. There's a lot discussion. to Dans say, l'heure a à lot to venir, il y a discuss beaucoup à dire, beaucoup before de we choses à get into discuter. a conversation here. Avant de lancer la discussion, I know the Deputy Sport Minister of je sais South Africa, que le Geert Oosthuizen, and I Premier know I'm saying that maybe a le little bit vice-ministre incorrectly, du but sport est I know ici, you would like to Monsieur say a few words Oosthuizen. also to set up the Je sais que conversation. vous voulez So I également dire invite you quelques mots, donc vous avez la parole come to the podium and pour speak, please. venir sur ce podium et vous adresser à l'ensemble de l'audience. Merci. Thank you, Pedro. Merci. You're all since forgiven for pronouncing my name. Pardonnez-moi, vous êtes tous pardonnés parce que si vous prononcez mal mon nom est difficile à prononcer. Mon prédécesseur d'Europe à l'Afrique avait toujours un nom qui était écorché, donc il n'y a que les Sud-Africains qui pouvaient bien le prononcer, donc il n'y a pas de problème. Je suis ravi d'être ici. Permettez-moi de vous dire que cette conférence a le potentiel de soutenir davantage le potentiel du sport, surtout dans un environnement mondial dans une volonté de stabilité, de construire la paix. Mais ce n'est pas tout. Imaginons un monde sans sport pendant un instant, vu que le sport est un centre, un trait essentiel de la vie dans les pays du monde. Donc, il est clair qu'un monde sans sport n'est pas envisageable. Il n'est pas souhaitable. Nous sommes tous des critiques du sport, nous sommes des fans, nous supportons, nous soutenons des équipes. Et à cet âge, nous essayons également de jouer. Il y a des leaders du sport qui sont ici aujourd'hui et qui essaient de soutenir le développement du sport afin de maximiser le potentiel du sport, afin d'établir un meilleur monde pour l'humanité. C'est mon espoir et l'espoir également du gouvernement et de tout le monde ici que le sport puisse être un vecteur de changement pour le monde et d'avoir un développement dans la paix pour prendre en considération tout le monde et en tant qu'être humain. Parce qu'il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de langue, pas de classe, pas de genre. Le sport
est idéal pour pouvoir remplir tous ces besoins. Je voudrais citer, depuis que comme les guerres naissent dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que la paix doit naître. Notamment dans la constitution de l'UNESCO, ils n'ont pas perdu le pouvoir d'insuffler le changement. C'est une réalité de tous les jours. La discrimination et l'intolérance doivent disparaître. Pour que ce soit durable, la paix doit commencer avec la dignité de chaque homme et de chaque femme. Et cela à travers les droits et le fait de donner droit aux inspirations de chacun. Ça doit commencer tous les jours grâce à des valeurs communes, par la tolérance, le respect et la compréhension. Ça, c'est la fondation sur laquelle nous pouvons bâtir la paix dans nos sociétés et entre pays. Sans sport, le sport peut permettre de prévenir des conflits. Ça peut continuer, ça peut amener à une meilleure compréhension. Les équipements de sport permettent d'avoir l'accès au sport, et notamment dans des conflits internationaux. Et nous en avons une expérience. Un meilleur monde, malgré les conflits, malgré les guerres, nous le savons, cela permet de permettre quelque chose pour la paix. C'est un facteur unifié parmi les nations. Dans mon pays, en Afrique du Sud, le sport a contribué à faire effondrer les barrières pour un changement vers la paix dans la sérénité. C'est la raison pour laquelle l'adoption de la charte de l'UNESCO pour l'éducation physique il y a 2 semaines à Paris est à mettre en exergue, parce que cela amène à avoir un outil qui est de grande valeur à des fins de maintien de la paix et de paix durable. Il y a une référence au rôle du sport dans le progrès pour les objectifs du développement du millénaire. Cela constitue un rôle important et nous avons des responsabilités, nous, en tant que leaders de sport. Et c'est un sujet qui va être débattu pendant cette même conférence. Nous devons comprendre que le sport a un potentiel. Ça ne se développe pas tout seul. Il y a une responsabilité sociale pour tous les êtres du monde, tous les leaders du monde doivent comprendre la signification, le rôle important du sport. C'est la raison pour laquelle les gouvernements doivent comprendre et voir comment ils peuvent mettre en œuvre le sport avec des outils d'évaluation et permettre l'indépendance totale de ces organismes du sport. Pour faire en sorte que ça soit concrétisé. Et tout ça pour que ce soit un meilleur monde pour tous. Il faut faire face à tous les défis et créer des sociétés avec la même ténacité et l'agilité qu'ont les athlètes. Il faut aussi compter sur la force de tous les athlètes et les centres de loisirs, et travailler ainsi dans un esprit de coopération. Je vais conclure en citant l'un des 3 les plus grands leaders du monde, Nelson Mandela, et il a dit: il y a peu d'échecs que vous ne puissiez tourner en triomphe sans les bonnes compétences. Je pense que nous avons la volonté et la compétence pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés et changer le slogan en disant: nous aurons une paix durable grâce au dialogue, au sport et des valeurs communes. Merci. Thank you. Merci. Gert. Mark, you've worked with a sport that maybe some people here will have heard about, which is parkour.
Tu as travaillé avec Parcours. Tu as aidé les gens qui ont créé ce sport, qui ont créé également une fédération internationale. Avant de rentrer dans l'impact social du sport, est-ce que vous pouvez parler de Parcours et de vos objectifs? Bien sûr, je serais ravi de le faire. Si nous pouvions mettre la présentation à l'écran, s'il vous plaît. Merci. Donc, Parcours. Si vous étiez là pour la session de ce matin, Jérôme de l'AFP a montré un petit clip de Parcours à Téhéran. C'est devenu le sport le plus populaire pour les jeunes filles et les femmes, à la surprise de beaucoup, mais pas tellement à la surprise de ceux d'entre nous qui sommes bien impliqués dans ce sport. Notre sport fonctionne bien dans des endroits où il y a une exclusion sociale. Notre sport est né dans des endroits d'exclusion à Corcoran, qui est en fait un quartier de banlieue qui a attiré bien d'attention négative la semaine dernière parce que c'est l'endroit où l'une des personnes qui a participé aux attentats de Bataclan a été radicalisée. Donc, il faut véhiculer un message d'espoir dans ces banlieues. Permettez-moi de vous montrer un petit peu ce que c'est que ce sport. Donc, ce sport, c'est vraiment le fait de s'approprier l'espace physique. OK, on est exclu des sports officiels, donc on va utiliser notre entourage. You skip the Paula Radcliffe run for this. So it's a sport that works extremely well with social media. It came to the public's attention in the early 2000s. Some of you may have remember seeing the opening sequence from the James Bond movie Casino Royale. Opens with a parkour chase. Vous avez justement une course à la mode de parcours. Ça a vraiment pris d'un élan dans le monde parce que ça rentre bien dans le style de vie des gens d'aujourd'hui. Ils peuvent avoir le sentiment que peut-être ils n'ont pas le temps, le samedi par exemple, de sortir et de participer à une séance d'activité de sport officielle. Ils ne veulent pas s'engager peut-être. Et voilà ce que des jeunes peuvent faire s'ils sortent en sweatshirt, en jogging, ils disent OK, bon, faisons un petit peu de parcours. Et à ce moment-là, ils se font un petit film et ils le mettent sur YouTube. Et sur YouTube, vous verrez beaucoup de vidéos d'ailleurs. Parkour is the most popular young lifestyle sport on YouTube. C'est le sport des jeunes favoris à l'heure actuelle. Je suis sûre que la plupart d'entre vous n'avez jamais entendu parler de ce sport auparavant. C'est un sport qui fonctionne très bien dans le contexte du sport pour le développement et notamment à des fins de paix. Parce que c'est très adaptable, on n'a pas besoin d'équipements sophistiqués. Quand on parle le fait d'écrire, de construire des choses à partir de déchets, par exemple, pour avoir des projets terrain, pour avoir des ressources. Je vais vous montrer un petit clip sur la manière dont Parcours fonctionne dans une école à Kaka, une zone de conflit en Colombie, où certains de nos amis se sont rendus et ont travaillé avec les enfants pour les amener ensemble. On a parlé de la manière dont le sport les aide à surmonter les obstacles. Et là, c'est vraiment le cas. Mais de manière concrète, le message fonctionne bien. Et c'est aussi sans compétition. Et le fait qu'il y ait un sport sans compétition, c'est très utile. Parce que ça permet justement de désamorcer les conflits. Il n'y a personne qui a besoin de prendre parti au début d'une séance de sport. Donc forcément, ce message de la paix est plus facile à véhiculer. Voilà le clip.
Now, our sport is one that has Notre really sport intense est un links with sport new technology qui because a it des was liens très born étroits avec la nouvelle after the technologie. creation of the internet. Il est né après la And it's création probably the d'Internet. first C'est pour major cela. sporting discipline Et out there je crois que c'est une des premières disciplines sportives qui a été portée à l'attention de tous par ces moyens d'Internet. Donc non seulement nous correspondons bien aux médias sociaux, mais je vais vous montrer d'ailleurs le prochain clip. Les jeux vidéo sont passés de la 2D à la 3D, donc du Super Mario à plat à cet espace en 3 dimensions. Les développeurs de ces jeux cherchaient un nouvel ensemble de mouvements et de vocabulaire à utiliser pour faire bouger tous ces personnages dans les jeux. Et c'est là où on est arrivé à la conscience publique. Donc, a really good one is called Assassin's Creed. Assassin's Creed est un jeu qui s'est vendu sur le marché et a amené à l'attention de centaines de millions de personnes dans le monde. Notre sport fait déjà partie intégrante de cette conscience publique de la nouvelle génération. Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Tout simplement en termes d'échelle et de taux de participation. Jérôme et Bruno en ont déjà un petit peu parlé. Mais prenons l'enfant américain moyen à l'âge de 10 ans, entre 10 ans et 18 ans, disons. Cet enfant va passer 30 minutes de sport à faire du sport par jour. Ces chiffres ont été divisés par 2 depuis les années 70. Donc pendant ces 30 minutes, il y a 12 minutes qui seront consacrées à arriver jusqu'au stade, à se changer dans les vestiaires. Donc l'enfant, finalement, ne fait que 18 minutes par jour de sport véritable. L'enfant américain moyen va par contre passer 1 heure à jouer à ces jeux vidéo. Et ce n'est pas que quelques enfants, c'est toutes les catégories d'enfants qui jouent à ces jeux. Et donc, si l'on essaye de voir comment on peut atteindre les enfants, pas seulement à travers les jeux traditionnels, mais avec les nouveaux jeux et les nouveaux joueurs, on ne peut pas simplement se contenter de dire « Oh mon Dieu, les enfants passent trop de temps sur les écrans ». Non, il faut interagir avec ces enfants, il faut s'engager dans cette relation avec eux. Et il faut leur faire parvenir le sport en utilisant l'intermédiaire du jeu. La dernière pensée que je vais vous laisser. I'll just quickly give you an idea of one thing that we showed the International Olympic Committee first. They were asking us about the importance of our sport and the size of our sport and the size of video quelle était l'importance de notre sport, des jeux vidéo, qu'est-ce qui faisait que les jeunes y participaient volontiers. Eh bien, je leur ai montré ce graphique. C'est l'usage, l'utilisation et l'intérêt porté aux vidéoclips sur YouTube. Ça a commencé donc en 2010. So we can see that already kids are getting less and less interested in watching the Olympic Games and in between games. It's really hard to get kids interested. And I think that's why it brings tremendous credit on Thomas Bach that one of his priorities is a new digital channel de ses priorités et d'utiliser ces nouveaux canaux numériques pour ramener les Jeux Olympiques à ses enfants. Of what kids are interested in these days. Mais si vous voulez savoir ce que les enfants, ce qui intéresse les enfants aujourd'hui, eh bien voici la comparaison entre les Jeux Olympiques et Minecraft. Donc, si on ne pense qu'à nous, si on ne pense qu'aux Jeux Olympiques comme mouvement olympique, en fait, on ne rend pas service aux enfants, parce que les enfants passent à autre chose. Et il faut absolument savoir à quoi ils passent. Il faut voir ce qui réussit bien auprès d'eux pour essayer de récupérer ces enfants. Ensuite, je vais vous laisser une autre pensée. Peut-être que je peux demander aux techniciens de reprendre la vidéo au départ, s'il vous plaît. This comes from another place of great exclusion. Ça vient d'un autre endroit de grande exclusion. Gaza. C'est Gaza. If you could reset the video to the start, Est-ce qu'on peut reprendre la vidéo depuis le début? We'll just let this play out. Et je vais simplement laisser passer la vidéo.
Chinese have done this stuff. Nearly 50% of us unemployed, and we are very available to show you our 50% d'entre nous sont au chômage et nous sommes disponibles pour vous montrer notre art. So we're here looking at ways of how Donc on kids cherche with very little resources can use new des technology moyens, et bien regardez comme des enfants avec très peu de ressources utilisent les nouvelles technologies pour amener des ressources. These guys are Ces opening jeunes our eyes and changing our perceptions ouvrent about the nos place they yeux live, et the place changent that la they live, in a perception peaceful du lieu où way. ils habitent. And so the Et examples cela are de manière there. très We pacifique. just need to Donc les follow. exemples sont là, And I think il nous if suffit de les we do suivre. commit to these partnerships and we do commit to a global approach, then Nous we can devons take nous some engager of dans these ces good partenariats, examples dans and cette very approche quickly mondiale, et exploit them. nous I hope pourrons that's exploiter something that we ces can exemples. explore J'espère during today's qu'on pourra en explorer Thank you, d'autres dans Mark. les séances de ce Stéphane, forum. I want to get your view Stéphane, as j'aimerais far bien as... entendre votre opinion. Thank you. Merci, merci. With the session being sport as a change maker, and Puisqu'on sport parle being du such sport a en big tant part que of your life, créateur as du a European and world changement, champion eh in bien, vous 400 êtes meter hurdles, champion. a lot of people I'm sure here know Je your suis face as sûr well que from de the nombreuses commentating you do personnes on ici TV. présentes You've been connaissent president votre of the visage, ont French entendu vos Athletics commentaires League as à la well. Do a lot of télévision. work in the sport with Vous the avez World beaucoup Anti-Doping Agency. travaillé auprès de l'agence So, antidopage sport également. as a change maker, how Donc does le sport change sport you, qui and déclenche how le are you changement. using Comment est-ce que le sport sport vous to a changé, change vous, others around et you? comment voulez-vous utiliser le sport pour changer les autres autour de Okay, vous? to speak, to understand, I understand in English, but if you... Alors, je okay, comprends I bien can l'anglais, speak mais in French. si vous Of me le course, permettez, je I'll be préfère more m'exprimer precise. Of en course, français, thank ce you. sera plus précis. Le sport, pour moi, a été vraiment un vecteur de transformation et un vecteur d'aventure formidable, de découverte de soi, tout d'abord. Et je crois que c'est la première chose qu'il doit permettre, c'est la découverte de soi. Parce que dès lors que l'on se connaît mieux soi-même, dès lors que l'on se découvre, parfois bien au-delà de ce que l'on pouvait imaginer, mais que on a appris, grâce au sport, grâce aux challenges auxquels il vous confronte, à se découvrir, à accepter, même si ça peut paraître contradictoire, parce que on dit souvent quand on est sportif, pas de limite, no limit, sky is the limit, on l'a dans la tête, c'est sûr, mais à un moment on est confronté à une réalité, et même si on va rechercher des ressources, même si on va s'entourer, on a une réalité que l'on doit accepter. Dans la défaite, dans la victoire, on doit à chaque fois apprendre et se découvrir dans ces nouvelles expériences. Et à partir du moment où on commence à se connaître, on n'a plus de problème à aller vers l'autre. Parce que l'autre, on le voit plus comme une opportunité. Une opportunité, bien sûr, l'adversité, je l'ai vu comme une opportunité de me développer, d'apprendre sur moi-même. Et on voit l'autre non plus comme une menace, mais une fois de plus comme une chance. Parce que le sport, de toute façon, on a besoin de l'autre. Le sport n'a pas de sens s'il n'y a pas l'autre, il n'y a pas de sport. Que ce soit un sport de confrontation directe ou que ce soit un sport de confrontation indirecte pour moi, comme c'était le cas pour moi. Et c'est en ça que je crois que le sport est un formidable vecteur de transformation de la société parce que ça nous permet d'appréhender l'autre complètement différemment, même si on est dans des contextes de très très grande rivalité. On voit l'autre plus comme une opportunité de dépassement parce qu'on se rend compte que finalement le parcours, l'expérience vaut plus que le résultat. Et cette expérience, elle est possible grâce à l'autre qui va mettre la barre toujours plus haut et qui va vous obliger, vous, soit à prendre le choix, la décision d'arrêter, soit au contraire à développer de nouvelles ressources. Et donc ça change complètement le regard à l'adversité, le regard à la compétition. Et ça a été pour moi l'essentiel, et je le dis souvent, les médailles que j'ai pu gagner sont dans une boîte à chaussures chez moi. Par contre, ce que le sport m'a appris et ce qu'il a fait de moi, c'est 24 heures sur 24 que je l'ai, que je peux transposer aujourd'hui dans mes nouveaux challenges et dans le rapport que je peux avoir aux autres tous les jours. Merci. Merci Stéphane. There's a big
Comme vous le disiez, Marc, il y a un grand besoin d'arriver à atteindre ces jeunes. Nous savons qu'ils sont connectés par la technologie. Alors avant d'aller un peu plus loin, je voulais me tourner vers l'AFP, Compucom, qui ont des statistiques très intéressantes et qui reprennent un petit peu ce que disait Marc un peu plus tôt. Merci. Alors pour aller dans le prolongement de ce que disait Marc tout à l'heure, ce que je vous propose, c'est le sport, c'est un jeu, donc je vais vous faire un petit quiz. La question que je vais vous poser, elle est très simple. C'est, selon vous, quelles sont les 3 phobies? On a tous des phobies. Mais quelles sont les 3 phobies des jeunes générations? C'est quoi leur phobie? Alors, la réponse, je vais vous la donner très vite, vous l'avez à l'écran. Réfléchissez bien à ça. C'est est-ce que j'ai du réseau? C'est une phobie. Hein. Est-ce que l'application va tourner très vite? Et puis le troisième point, c'est évidemment, est-ce que j'ai de la batterie? Mais c'est très important parce que la jeune génération, elle sera ici à notre place dans pas très longtemps. Et le digital, il a tout changé. Regardez le slide suivant. Réfléchissez bien à ça aussi. Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, il aura bientôt 3 fois plus de fans sur Facebook que Barack Obama. J'aurais pu faire l'exemple avec Usain Bolt ou le gouvernement jamaïcain. La puissance du digital avec les athlètes dans le rapport et dans le fonctionnement de nos jeunes, on est complètement has-been ici. Et pensez une chose également, c'est qu'on est juste au post-natal du digital. Il ne s'est rien passé encore sur le digital. Tout va changer encore dans 10 ans. Un chiffre pour conclure. En 2017, c'est le chiffre en haut à droite, il y aura autant de gamers que de fans de sport dans le monde aujourd'hui. Des vidéo gamers. Voilà, j'en ai fini pour l'inspiration. Jérôme va continuer. Alors, justement, tu l'as très bien dit, Bruno, les gamers vont dépasser les pratiquants de sport. Et les ayants droit, en l'occurrence, ont bien compris l'enjeu et l'intérêt du sport électronique. Et la FIFA, par exemple, gère son propre championnat, le FIFA Interactive World Cup, qui regroupe jusqu'à 20 000 participants en même temps. Alors, il y a évidemment tout le côté promotionnel, mais pas que. On le voit en 2014 lors du Ballon d'Or. On a le champion du monde de FIFA Interactive qui affronte 2 joueurs internationaux qui sont l'Italien Del Piero et l'Écossais McInally. On sait que beaucoup de sportifs, et notamment sur le sport automobile, en F1 et en rallye, s'entraînent sur les jeux vidéo pour connaître les parcours. Ils en parlent depuis quelques années, c'est vraiment quelque chose qui revient très couramment dans leur pratique, qui n'est pas sensible. Toujours sur plutôt l'angle sport business, on estime qu'en 2015, les gains du sport électronique, du e-sports, seront de 20 millions de dollars. Donc gains partagés entre tous les gagnants de tous les tournois, qu'ils soient orientés sport ou jeux de rôle, évidemment, puisque c'est aussi une grande part du sport électronique. Et je vais finir par une petite parenthèse. Pedro, tu parlais des valeurs du sport et de l'égalité. On va en revenir aussi aux femmes qu'on évoquait ce matin. Je viens d'apprendre, on en discutait avec Marc juste avant la session, que l'éditeur de FIFA Interactive et la FIFA avaient décidé d'intégrer les femmes au sein de FIFA Interactive, ce qui est franchement une bonne nouvelle, et on le voit, ça va dans le sens de ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire que les choses vont doucement, mais elles arrivent petit à petit à terme. Voilà. Pedro, je te laisse avec ton panel. Merci beaucoup. Des chiffres très intéressants. Let's try to speak about both sides here as far as sport being a change maker for humanity overall and for youth. We all know la jeunesse, quel facteur va intervenir? Nous avons vu de grandes stars qui ont des followers. Cristiano Ronaldo est vraiment quelqu'un qui est excellent dans les médias. Il a dépassé la plupart des réseaux sur la planète. Il peut maintenant, par lui-même, publier ce qu'il veut. Quelle est votre expérience en tant qu'athlète vous-même ou en tant que personne qui traite avec des athlètes? Est-ce que vous avez conscience de vos responsabilités et comment éduquer ces jeunes sportifs par rapport au pouvoir qu'ils vont acquérir, notamment par les médias? Je ne sais pas qui veut commencer.
Je peux vous donner un seul exemple. Les sportifs sont très conscients du rôle qu'ils ont à jouer. Et il y a eu un énorme débat au sein de notre mouvement sur Red Bull. Parce que Red Bull est arrivé très rapidement sur notre marché en disant, voilà, vous êtes un sport d'action, on veut être présent. Mais pour vous dire honnêtement, notre communauté s'est retournée pour dire « Mais attention, Red Bull ne vous donne pas des ailes. Vous n'allez pas voler d'un immeuble à l'autre simplement parce que vous avez pris du Red Bull. Quand vous avez de la caféine et que vous avez votre shoot de sucre, vous allez penser pouvoir voler. Et donc, peut-être que ces produits sont dangereux pour les sportifs. Et beaucoup de sportifs ont repris ce message et ont essayé de convaincre beaucoup de personnes dans notre communauté que non, il ne faut pas y toucher. Buvez de l'eau pendant que vous vous entraînez. Et si vous voulez vous sentir mieux quand vous sortez le soir, prenez un Red Bull, mais pas avant un entraînement sportif. Et donc je crois qu'il est important que les athlètes soient conscients, et dans la plupart des cas ils le sont, que beaucoup de leur pratique est conditionnée par l'environnement dans lequel ils se trouvent. Très souvent, ils sont des porte-parole de marque plutôt que d'être porte-parole de leurs propres valeurs. Je pense que les athlètes sont conscients de l'usage qu'ils peuvent faire des réseaux sociaux et de leur communauté, sont conscients du potentiel, mais ne sont pas encore complètement impliqués dans la qualité du message et dans la stratégie de message qu'il va avoir. Et j'ai plus l'impression que c'est au coup par coup, parce qu'il y a une difficulté à appréhender justement ce potentiel-là dans sa globalité, avec l'impact qu'il peut avoir et le sens qu'on veut donner à ces messages. Et donc ça peut aller de l'exploitation commerciale, ça peut aller du relais pour ses partenaires, mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'athlètes aujourd'hui qui aient choisi de se dire, voilà, j'ai une notoriété, j'ai une audience énorme, j'ai mon propre agenda sur des valeurs que je veux faire avancer. En tout cas, je ne le perçois pas aujourd'hui dans ce que je peux voir des médias sociaux, même si je ne suis pas des réseaux sociaux, même si je ne suis pas un grand expert. Je pense qu'on est au début, mais que les athlètes se rendront compte du potentiel qu'ils peuvent avoir. On est dans des environnements très compliqués sur le plan mondial en ce moment pour plusieurs raisons. Et je pense que les sportifs ne sont pas encore à la hauteur de l'outil qu'ils ont entre les mains pour pouvoir jouer un rôle important dans les messages de paix, notamment, qui sont essentiels à diffuser. It's interesting because before I ask you a specific question here about this, yesterday I don't know if you had a chance to see this, je ne sais pas si vous avez eu la possibilité de voir ça hier, mais dans le match du Paris Saint-Germain en Suède contre Malmö, ils ont remplacé le sponsor par des t-shirts Je suis Paris. Ce message de solidarité est quelque chose que le sport arrive à communiquer au monde entier. Et donc, ça, ce n'est qu'un seul petit exemple qui s'est passé hier. Avec la tension qui existe entre la Russie et la Turquie, les équipes avec des jeunes femmes moins de 19 ans qui sont censées se rencontrer pourront se rencontrer, c'est ce qu'on a aux dernières nouvelles. Et c'est un exemple qui montre que le sport peut surmonter tous les types de conflits, ou toutes les tensions, ou les embargos. Donc, toutes ces influences négatives peuvent être surmontées par le sport. Et en parlant spécifiquement de l'Afrique du Sud, je crois qu'il est tout à fait juste de dire que les sportifs ont joué un très grand rôle dans la politique d'Afrique du Sud. Si on remonte à la Coupe du Monde de 1995, celle de 2010, comment pouvez-vous décrire l'impact du sport sur la politique et comment vous, tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, comment utilisez-vous ce pouvoir? Merci beaucoup d'avoir posé cette question. Alors, si on doit parler du sport et de l'influence sur la politique d'Afrique du Sud du sport, il faut remonter jusqu'à 1990. Le 2 février de cette année-là, le président de l'époque de Clerc a dit qu'il allait libérer Nelson Mandela, tous les prisonniers politiques. Et là, il y a eu un groupe extrémiste. Et le fait même que le mouvement nous ait autorisé à participer aux Jeux olympiques
en 92 a complètement changé l'ambiance dans le pays. On s'est senti tout d'un coup inclus et non plus exclus. Et donc ça a mis en avant quelque chose qui a donné des opportunités à tous. Ça a créé une ambiance qui a permis à tous de sentir une appartenance à quelque chose. Pour la première fois, on a vu le drapeau, mais on a vu les sportifs défiler à Barcelone. On s'en souviendra toujours. C'est ça qui nous a donné un sentiment d'appartenance et ça nous a permis de surmonter les barrières pour essayer de reprendre notre place parmi les nations du monde. En 1994, les élections ont eu lieu pacifiquement et ensuite il y a eu la Coupe du Monde. Voilà un événement international dans notre pays. Le stade était complet pour la finale. Quand les Springboks ont joué, 99% étaient là avec des drapeaux nationaux. Les personnes avaient repris à leur compte le nouveau drapeau de notre pays. Et il y avait Nelson Mandela avec un pull vert des Springboks. Il avait la casquette. Il n'avait pas de costume et de cravate. Et il tenait à la main la coupe. L'ensemble du stade a répondu à l'unisson en chantant Nelson, Nelson, Nelson. Les gens ont accepté que Nelson était le président à ce moment-là. Et ça a été peut-être un des plus grands pas en avant vers l'acceptation de la diversité de notre pays. Ensuite, il y a eu la Coupe des Confédérations, avec tous les pays du continent se rassemblant. Et les gens se sont appréciés les uns les autres. En 2010, la Coupe du Monde, on a perdu au premier tour. On ne s'attendait pas à ce qu'ils atteignent la finale. Mais enfin, donc la seule équipe d'Afrique qui donnait l'impression de pouvoir gagner, c'était l'Étoile Noire de Ghana. Et tout le monde criait Ghana, Ghana. Et donc, arriver à faire en sorte que les gens se connaissent et se respectent, c'est un grand pas en avant. J'ai eu le privilège d'être là en 2004. Au moment où on a annoncé qu'on allait accueillir la Coupe du Monde de la FIFA. Bien aujourd'hui, ça va au-delà. The economic spin-offs and the growth in tourism that we see here and even now. En fait, même aujourd'hui, on voit les effets. Vous voyez que aujourd'hui, le sport représente beaucoup dans notre pays. Pourquoi? Parce que le gouvernement à l'époque a décidé que ils allaient accueillir la Coupe du Monde de la FIFA, c'était clair. On voulait changer la perception d'Afrique du Sud avec l'apartheid et l'image raciste que l'on avait. Et on voulait montrer aux différents pays que nous étions un pays fier de sa diversité. Et nous voulions montrer quelle était la beauté et les ressources de notre pays. On a clairement réussi. Et donc, c'est vraiment une victoire qu'on peut attribuer au sport. Et pour arriver à cela, il faut avoir un plan conscient et le mettre en œuvre. Sans corruption, dans les délais prévus, avec tout le monde derrière vous. Et ça, c'est ce que le sport a apporté à mon pays. Il y a de très très belles histoires. Je me souviens d'avoir vu l'évolution d'Afrique du Sud. J'étais là pour la Coupe du Monde de 2010 et j'ai vu tout le pays se rassembler autour du Ghana.
Et je ne peux pas imaginer une autre situation en dehors d'un sport comme celui-là qui aurait pu créer cela. Stéphane, d'après votre expérience, vous qui avez beaucoup parlé avec les différents sportifs, j'ai remarqué que quand vous partagez un vestiaire avec un autre sportif, eh bien à ce moment-là, dans le vestiaire, il y a toutes les croyances, les religions, qui restent en dehors des vestiaires, en dehors du stade. C'est-à-dire qu'on peut en parler, mais quand on est dans la même équipe, quand on est en compétition, dans un même événement, qu'est-ce qui se passe? Le sport n'est pas une religion, mais je dirais que si c'en était une, ce serait sans doute la plus œcuménique qui soit, parce qu'il a sa capacité justement à faire que l'on vient se retrouver. On parle de rencontres sportives, donc quelles que soient les horizons, on vient se rencontrer. On le dit en français ou en anglais, c'est un meeting ou une rencontre sportive. Et donc c'est bien là le premier objectif. Et on se met d'accord pour se rencontrer sur des règles communes. C'est pas si fréquent que ça, mais c'est obligatoire. Si on veut participer à une épreuve, il faut que les règles soient communes et acceptées de tous. Donc, c'est ce dénominateur commun qui va faire que tout le reste va être laissé au vestiaire ou hors du stade. Et que la rencontre va pouvoir permettre de confronter des points de vue qui sont parfois très très différents, de gens qui viennent de sociétés très différentes. Je vais vous donner un exemple, et je vais revenir sur l'Afrique du Sud. Un très grand perchiste en Afrique du Sud, Hawker Briggs, très grand perchiste, et qui était ami avec un grand perchiste français qui a été champion olympique, Jean Galfionne. Et Jean Galfionne m'a raconté cette anecdote. Ils sont dans un bus, ils vont à un meeting, et puis Jean était très ami avec un autre perchiste français, noir, Jean Galfionne était blanc, et Hawker Briggs était ami aussi avec Jean Galfionne. Et au début, cette amitié entre Jean Galfionne et cet athlète français noir le questionnait. Et puis, ils étaient perchistes tous ensemble. Ils ont partagé cette passion de la perche. Et un jour, il a dit à Jean Galfionne, il dit « Heureusement que le sport m'a permis de sortir de chez moi pour avoir un autre regard sur ces relations. » Voilà, c'est du vécu. Et ça se vit des milliers de fois grâce au sport. C'est une avancée prodigieuse que le sport permet quand tout simplement il vous met face à ça, mais il faut qu'il y ait la passion, qu'il y ait la rencontre et qu'on laisse le reste ailleurs pour pouvoir accepter de s'entendre, de discuter, de parler. Les a priori sont laissés de côté parce qu'il y a ce point de passion partagée qui va rendre tout possible. Mark, you were talking about how Marc, vous parlez de parcours et vous avez expliqué à quel point c'est populaire dans les couches de la société les plus basses. Ces enfants, par exemple, de la bande de Gaza ou les autres enfants que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils peuvent enseigner à la société? Quels changes peuvent-ils opérer? Je pense que nous l'avons bien vu avec le clip de Gaza. Ils peuvent nous montrer que même quand les conditions sont mauvaises, il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours une route pour aller de l'avant, pour échapper à la violence et au conflit. Et ça, c'est le message le plus fantastique qu'ils peuvent véhiculer. Il n'y a pas beaucoup de soutien qui est nécessaire. Ça, c'est quelque chose qu'ils nous ont dit. Vous n'avez pas besoin de faire beaucoup de choses pour nous aider. Un peu d'encouragement et partager ces vidéos sur Facebook, ça suffit. Ils ne s'attendent pas que des gens vont venir dans la bande de Gaza pour construire des nouveaux bâtiments, pour pouvoir sauter de ces bâtiments-là. Non, ça leur convient bien ce qu'ils ont, ça va bien. De toute façon, il y a des cratères suite aux bombes, et ça c'est très bien pour pouvoir faire des acrobaties, donc c'est parfait, vous n'avez pas besoin de structure de sport particulière. Ils peuvent utiliser tous ces débris, tout ce paysage urbain touché par les bombes. Et on ne va pas penser, OK, ils sont privés de tout, donc ils doivent être misérables. Non, c'est justement ce message alternatif de paix qu'ils véhiculent et qui est très positif, que nous devons partager, que nous devons encourager, que nous devons chérir et transférer partout, disséminer partout. Nous avons 5 minutes avant d'ouvrir les discussions. La discussion et les questions, pardon. Dans les remarques de conclusion, très rapidement, le niveau des personnes qui sont présentes ici, dans le public,
quel conseil concrètement donneriez-vous pour utiliser le sport en tant que vecteur de changement positif? Qu'est-ce que vous souhaiteriez voir se concrétiser à travers le sport? Comment utiliser les athlètes, le sport? À quelle fin? Faire davantage que juste ces événements? Ce n'est pas seulement ces grandes manifestations, c'est les fédérations internationales qui ont cette approche ascendante avec les comités, avec les règles qui sont édictées, tout le monde doit les suivre. Je pense que pour utiliser le sport à des meilleures fins, pour atteindre ces objectifs, nous devons changer cette approche et nous devons avoir une approche ascendante plutôt que descendante. Ce n'est pas à une fédération internationale de dire à des enfants comment ils doivent utiliser Parcours pour la paix. C'est eux qui savent déjà, c'est eux qui nous montrent le chemin. Donc il faut écouter les gens sur le terrain parce que autrement, ce que vous allez faire, ça n'aura pas d'écho. Et le niveau de participation ne sera pas le même. Ce qui me trouble maintenant que je travaille en tant que consultant pour la télévision, dans les médias, ce qui me trouble souvent, c'est qu'on ne voit qu'une petite partie du sport. On ne montre en termes de sens et de valeur, particulièrement dans les grands événements où c'est médaille, pas médaille, on compte les médailles, il n'y a que ça qui est important. Et on passe à côté de ce que le sport peut permettre d'apprendre. Comme je le dis souvent, moi j'ai été très heureux 4e et très déçu 3e. Et ça, c'est quelque chose qui ne paraît pas évident, mais quand on l'a vécu et qu'on sait pourquoi, parce que 4e, je savais que j'avais donné le meilleur de moi-même et j'avais un sentiment d'excellence et d'accomplissement. J'étais tout simplement battu par plus fort que moi. Et 3e, je savais que j'aurais pu faire mieux et que donc c'était pas une réussite même si c'était une médaille. Donc tous ces messages que l'on a derrière, malheureusement ils n'émergent pas assez parce qu'il y a un traitement de vitrine, je dirais, de ce qu'est le sport. Et si on veut travailler sur les valeurs du sport, il faut aussi pouvoir le décrypter dans ce sens-là et mieux amener les sportifs à parler de ça dans la façon dont on les questionne sur leur parcours sportif et pas juste sur l'actualité, sur le résultat brut, mais les interroger sur le sens que ce parcours a, et je pense que ce n'est pas assez fait par les médias. Merci. De mon point de vue, je pense que nous devons préparer les athlètes professionnels pour communiquer les messages justement positifs qu'ils doivent véhiculer. Parfois, on voit qu'un athlète professionnel un message un peu lacunaire et puis après il dit « Ok, je reviens sur mes mots parce que j'ai mal parlé » et donc ce qui est important, c'est d'être, parce que ce sont des modèles, il faut être préparé pour parler aux médias et parfois il y a du laxisme en la matière. C'est pas une critique, mais c'est juste pour essayer de mettre en valeur des points importants. Les organisations internationales, les fédérations internationales, après un service, ils ont un appel d'offres qui est très onéreux et ils octroient ensuite un marché à quelqu'un et ils se demandent est-ce que c'est si important de dépenser autant d'argent pour ce système d'appel d'offres. Peut-être qu'il faudrait utiliser davantage l'argent pour une meilleure fin, pour transmettre un patrimoine en disant voici les conditions et nous voulons qu'il y ait une suite après ces manifestations. C'est important en termes de développement de la paix, par la stabilité. Et on peut dire, voilà, la manifestation a aussi pour vocation d'être un artisan de la paix. Cela doit être retransmis par les médias. Il faut parler à tous les 4 coins du monde que l'on n'atteint pas normalement. Et il faut leur donner des images d'athlètes qui deviennent des modèles. Il faut préparer ces modèles justement qui vont parler parce que sinon on va laisser un message, on va laisser un patrimoine qui ne sera pas positif.
Il n'est pas tangible et il ne va pas faire appel aux réelles valeurs qu'il faut véhiculer. Je ne critique pas, mais je dis qu'il faut aller de l'avant et il faut faire cela en collaboration avec ceux qui permettront de concrétiser cela. Nous, dans notre pays, nous avons un patrimoine, c'est quelque chose qui parle aux communautés, mais dans les régions, la diversité doit être abordée aussi. Surtout quand il s'agit des réseaux sociaux, le côté pédagogique est important parce que nous voulons moins de selfies et nous voulons davantage de contenu tangible, concret sur les vraies questions qui sont importantes. Merci beaucoup. On va commencer avec une séance de questions-réponses. Vous êtes libre de poser vos questions, levez la main tout simplement. Certains d'entre vous ne parlent pas quand ils sont trop loin, alors n'hésitez pas et posez toutes les questions que vous le souhaitez, mais attention sur le thème du jour, à savoir le sport comme vecteur de changement. Une question pour en avoir une ici. Il y en a une là-bas. Oui. Présentez-vous, s'il vous plaît. De votre point de vue, est-ce que vous pouvez vous présenter? Nabil Bouzouba, du Maroc. Pour vous, quelle est la limite entre la politique et le sport? Comment le sport peut-il aider la politique sans être politisé? Qui veut commencer avec ça? Voilà une question. Ça, c'est une sacrée question. Merci beaucoup. Je vais essayer. Il faut respecter l'indépendance des fédérations, du comité olympique et des mouvements de sport internationaux. Chacun doit respecter l'indépendance de ces mouvements dans ses pays. Ça, c'est vraiment la balance des pouvoirs. Si vous financez une fédération, dans la plupart des cas, dans le monde, dans un pays en voie de développement, il faut de l'indépendance et il y a souvent des subventions. Mais pour cela, il faut une méthodologie sans ingérer, sans ingérence dans la fédération. Il faut avoir un accord pour s'assurer que les gouvernements qui sont bailleurs de fonds puissent participer au développement des coachs, des arbitres, des athlètes, mais qu'il y a un équilibre entre le respect de l'indépendance et l'atteinte des objectifs fixés par les investisseurs. C'est important de trouver cet équilibre. Il est important de bien comprendre ces objectifs dans le pays, avec la société, parce que ça peut changer de pays en pays et de région en région. Vous savez tous les deux que dans notre région, les différences sont importantes et les perceptions sont différentes. Qui d'autre voudra ajouter quelque chose? Oui, c'est vrai que c'est une bonne question. La limite n'est pas simple, mais je crois que le sport doit rester dans ce qu'il sait faire de mieux. C'est maintenir le contact. Maintenir le contact là où il n'existe plus, ou le rétablir, et faire en sorte de montrer que c'est possible, que nous, le sport a un langage qui permet le contact au-delà des différences. Et il y a énormément d'exemples qui sont symboliques. Alors le symbole, on peut dire, ne reste que le symbole, mais il a une force qui peut derrière engendrer une action politique et donner à la politique une autre façon de voir le problème. Et on a des exemples, le sport en regorge, ce serait trop long de les citer tellement il y en a. Et là, il ne peut pas être récupéré parce qu'il est dans sa mission. Nous, indépendamment des problèmes, on veut que les gens se parlent autour d'une table de ping-pong, sur un court de tennis, et que rien n'entrave ça. Tant qu'il est là-dessus, je pense qu'il aura toute sa force et qu'il aura toute la capacité à réaliser des choses que peu d'autres activités ou d'autres environnements peuvent réaliser. C'est comme ça que je vis les choses, et il doit se battre pour ça. Que les femmes soient présentes, même quand c'est compliqué de faire en sorte qu'il y ait des délégations, et c'est très bien que pour participer, on soit obligé qu'une discipline puisse avoir le pendant masculin et féminin à chaque fois, pour justement contraindre à des délégations mixtes le plus possible. C'est une des questions, mais pour d'autres questions,
populations, d'autres problèmes de relations politiques entre les pays. Là aussi, on sait aussi qu'il peut y avoir des équipes mixtes entre Israéliens et Palestiniens, ça s'est déjà fait. Et je pense que ça va au-delà du symbole, parce que derrière, ça permet de penser les choses différemment. Dire oui, c'est possible, il faut qu'on y travaille nous aussi sur le plan politique. Ce que vous avez dit au sujet du leadership et les gouvernements, beaucoup vous dites vient de la gouvernance. Et bien sûr, beaucoup, ça vient des universités prédominantes qui parlent justement de la gouvernance et de comment intégrer cela dans les réseaux, sur la manière dont le sport peut opérer un changement. Il y a beaucoup, on parle beaucoup des universités. Est-ce qu'il est là? Oui. Je voudrais que vous me parliez un petit peu de ce que nous avons parlé à midi, notamment concernant les universités, comment cela peut créer un réseau. On a parlé d'éducation, l'éducation peut être fournie par les universités. Oui, merci beaucoup. C'est juste pour dire que mon nom est Greg Jam de l'Université d'Édimbourg en Écosse. Nous étions à Le Cap, au sommet pour la paix et le développement, le sport. Les universités sont des ressources. Ce sont des communautés du monde entier qui sont des ressources de l'espoir. Une des choses que nous et une autre université, je ne sais pas si vous la connaissez, MOOCs, il y a beaucoup de cours en ligne. Ils sont gratuits. C'est l'éducation gratuite. Donc, quand nous étions à Le Cap, un match de football, c'était... Il y avait le capitaine de la Befana et il m'a fasciné parce qu'il y avait deux footballeurs d'une équipe de la Black Aces qui sont venus vers moi. Je n'avais jamais été auparavant, j'ai été en Afrique du Sud très souvent, mais je n'avais jamais été dans cette ville. Ils ont dit, on vous connaît, on vous connaît. Et ça, c'est pour montrer le rayonnement de cette éducation gratuite. Football, c'est plus qu'un jeu, c'est dans le cadre de ce programme. Donc, il y a des universités dans le monde entier qui sont des ressources d'espoir dans les communautés. Merci beaucoup. Ça, c'est très important, effectivement. Merci beaucoup. On voit l'impact des universités dans le monde. Marc, vous avez telle université, oui? C'est très intéressant. Nous, on a été le sujet, il y a eu beaucoup de doctorats. Et on a vu qu'on a appris beaucoup de choses sur notre propre sport, ce qui peut être fait avec notre sport, par des gens qui sont très intelligents, des doctorants. Et ils ont pris notre sport parce que c'est nouveau, excitant, c'est un petit peu un sport niche. Et on a beaucoup appris d'eux. On a beaucoup apprécié cette relation. L'autre côté, c'est les médias également. Les médias sont également un vecteur de changement. On a parlé de l'impact et du rôle que les médias peuvent également jouer. Est-ce que quelqu'un voudrait exprimer un commentaire, formuler un commentaire à ce sujet? On aura une conférence de presse. C'est une bonne suite. Voilà, on aura une conférence de presse bientôt. Est-ce que vous pourriez dire votre nom? Joseph Duchesne et de Radio Média International et Miami, mais nous travaillons avec les Haïtiens. Et concernant l'intervention de Madame Melo, et le plus souvent, on utilise le sport pour faire de la politique. Et même dans les médias, il faut être vigilant parce que, prenons l'exemple, il y a des médias, et pendant toute la journée, on donne 5 minutes de sport. Seulement 5 minutes de sport, 10 minutes parfois. Et quand il y a des grands événements sportifs, et tout le monde vient pour la publicité, c'est pour l'advertising. Et maintenant, le problème qui se pose, après l'événement, et puis ça s'arrête là, et puis on fait le broadcasting, et puis ça s'arrête. Maintenant, il faut utiliser les médias de façon continue pour pouvoir faire l'éducation physique, encourager les jeunes, et faire des émissions plus ou moins à caractère et éducative, et puis tout ça.
Et c'est ce que je voulais dire pour ce que, et le plus souvent, même les politiciens le font. Par exemple, Peace and Sport peut financer un méga projet. Et vous allez voir que, bon, je n'en prends pas à la politicien, je dis ça, et on va faire de la capitale politique. Et à ce moment-là, vous allez voir des ministres, vous allez voir président, tout ça. Et ensuite, ces gens-là ne font pas de politique sportive dans le pays. Mais ils ont profité peut-être d'un événement sportif et pour faire de la capitale politique. Il faut être aussi très réactif pour ce que nous voulons et que les gens, que le mouvement de la paix et via le sport, ça ne s'arrête pas après un événement. On est venu ici, on ne vient pas parler pendant 3 jours, mais on cherche des solutions. Que ça ne serve pas, au pouvoir ou à la communication du pouvoir. Du pouvoir, ok? On a un expert en communication. Est-ce que vous voulez répondre à ce qu'il a dit? Ce que font les médias. À titre général, ils essayent de trouver parfois un angle qui est fourbe un peu, mais parfois, pourquoi ne pas parler des bonnes choses? J'ai passé 20 ans en tant que journaliste et j'ai regardé l'autre côté du miroir en termes de communication. Comme nous le savons, le paysage médiatique a changé de façon drastique au cours des 5 dernières années. Ils doivent vendre. Oui, c'est ça, ils doivent vendre. Les journalistes aujourd'hui ne racontent pas des histoires, ils vendent des histoires. Je ne peux pas vous dire le nombre de jours où je me suis levé le matin en espérant que les médias sociaux n'avaient pas été inventés. Parce que sans Twitter, notre travail serait bien plus facile. Parce que tout le monde diffuse des opinions, diffuse des faits. Ce que je veux vous dire concernant le journalisme, il doit y avoir, à mon avis, un nouveau monde des médias avec une éducation qui fait plus attention, en disant que les bonnes nouvelles sont aussi des nouvelles. Il ne faut pas être le plus sanguinaire possible, il ne faut pas qu'il y ait le maximum de pertes à déplorer, il faut partager des histoires positives également. Mais là, il faut revenir à une éducation dès le plus jeune âge, où nous ne sommes pas autant stimulés par les scandales, mais également intéressés par l'ensemble des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Malheureusement, j'ai été assez déçu par l'état d'esprit général des journalistes, parce que je parle avec beaucoup d'entre eux tous les jours, qui recherchent constamment un angle particulier qui fera en sorte qu'ils vendent leur histoire. Ça, c'est une question importante. Nous avons un young athlete qui a été invité au forum et je veux leur donner la parole. Oui, bonjour, mon nom est Kjetil, je viens de Norvège, je fais partie du groupe international sur la jeunesse et le sport. D'abord, je voudrais dire merci pour ces débats. Ma question, c'est ce que vous avez dit, Pedro. Vous avez dit, on a besoin de moins de selfies. Ça, c'est peut-être un bon début pour un changement de mentalité, parce qu'on voit ce dont les jeunes ont besoin. Peut-être vous pouvez me dire ce qui est bon pour moi, mais vous ne pouvez pas me dire ce que j'aime. Donc, il faut aller trouver un autre angle, chercher ce qu'ils aiment et trouver des bons moyens pour s'assurer que quand ils font des selfies, ils sont peut-être dans des situations liées au sport, par exemple. Ma question, c'est est-ce que vous avez une stratégie sur l'écoute que vous voulez donner aux jeunes, auxquels vous voulez vendre des activités? Comment les écouter? Parce qu'il faut leur vendre le bon produit et il ne faut pas imposer des choses que nous voulons qu'ils fassent. Est-ce que vous avez compris ma question? Oui, on fait un selfie en même temps, mais bon. Ça, c'est très intéressant, très important.
Pourquoi ne pas travailler main dans la main? Parce qu'on a été jeunes, nous aussi. Je suis désolée, mais on a été jeunes. On le savait, ça. Les choses changent, les choses s'améliorent. Comment rester sur la vague? The discussion, and then I'll allow the rest of the panel also to pitch in. I'll say two things. Part of our communication strategy now is not just about views, it's about engagement. Mais c'est aussi une question d'implication. Et quand on parle de nouvelles sur les sociétés, pour vous dire à quel point nous sommes bien, nos projets sont bien. Nous, ce qu'on veut, c'est votre implication. Il faut trouver un langage commun pour cela. Donc, nous sommes très conscients de ce que nous essayons de transformer dans la manière de communiquer. Je pense que c'est très important. Quant au selfie, avant, nous prenions des photos de gens qui font des choses. Maintenant, on prend des photos de nous-mêmes avec un arrière-plan. Je pense que c'est important de voir à quel point nous sommes narcissiques dans notre approche. Quand vous prenez une photo de vous-même, il faut peut-être s'assurer que vous n'êtes pas toujours la personne la plus importante dans toute photo. Il faut trouver un juste équilibre. Il faut faire en sorte d'impliquer les jeunes parce que sinon le message que nous voulons véhiculer ne sera jamais transmis. Je voudrais réagir à cela parce que ça aussi c'est très important. Merci. Juste avant de répondre, je voudrais juste... Petro, quand vous parlez de politique, si vous êtes dans le sport, vous vous levez à cause des médias sociaux à ce moment-là, ne devenez pas un homme politique parce que vous ne dormirez pas la nuit en fait. Alors, ce qui est important, c'est de voir comment on communique par le biais de ces médias sociaux. Pourquoi on tweet? Comment on tweet? Quel est notre but? Est-ce qu'on veut avoir une base de fans? Est-ce qu'on veut éduquer les gens? Est-ce qu'on veut faire partie des informations, partager des informations et dire aux gens de pouvoir saisir des opportunités? Est-ce que c'est à des fins personnelles uniquement ou pas? Et ça, c'est pour ça que les athlètes sont souvent pas préparés, parce qu'on ne les prépare pas, on leur donne un réseau social et un réseau de soutien pour répondre aux demandes des fans. C'est pour ça que parfois, ils dépassent les bornes. Les fédérations, elles communiquent de façon très efficace. Mais les bonnes nouvelles sont quand même des nouvelles. Donc il faut aussi trouver un moyen pour que les médias sociaux soient proactifs, véhiculent le bon message et mettent les choses en perspective. Une fois que nous aurons fait ça, nous verrons les changements s'opérer avec des personnes qui changent de point de vue. Nous sommes des hommes politiques et quand on est dans une campagne, vous allez voir les bénéfices de tout cela, notamment. Je pense que ça peut... Il ne faut pas être dur avec la génération. Je pense que mon grand-père, il faisait des photos de lui-même aussi avec son appareil. Peut-être il faisait de lui-même et de sa famille, mais je suis sûre qu'il a utilisé pour prendre des photos de tout le monde et de lui aussi, incessamment. Vous savez qu'à la cérémonie d'ouverture à Sochi, où il y avait un sponsor de Samsung, vous avez des athlètes qui prenaient des photos d'eux-mêmes. On a vu cela fait d'une manière très intéressante par Peace and Sport avec cette opération White Card. Ça, c'est un selfie finalement. Je pense qu'on doit faire attention quand on dit aux jeunes ce qu'ils doivent aimer. Il faut faire attention à voir comment nous pouvons utiliser ce qu'ils aiment pour pouvoir véhiculer notre message. Bien sûr, ça peut être frustrant. Stéphane, est-ce que vous voulez parler peut-être d'une histoire avant de passer à un autre? Oui, tout à l'heure, quand on a posé la question sur la relation qu'entretenaient les grands sportifs qui ont plus de 100 millions de fans, ou plus de 10 millions de fans, de followers sur Twitter ou autre, je disais je pense qu'ils ne mesuraient pas la puissance de l'outil et surtout qu'ils n'avaient pas d'agenda propre pour dire je vais véhiculer ce message, je veux changer la société et me servir de cet outil. Et ce qui est frustrant avec la puissance de cet outil, c'est qu'on peut l'avoir entre nos mains et que bien souvent on s'en sert
Voilà, moi je comprends de manière déplorable, avec des logiques qui sont encouragées par des sponsors. Un sponsor, qu'est-ce qu'il veut quand il a un grand sportif? Il veut pas un philosophe, il veut quelqu'un qui va poster des selfies, qui va générer de l'audience et qui va pouvoir du coup mettre en avant les sponsors. Et donc c'est une forme de monétisation de cette audience qui est recherchée. Mais c'est pas surprenant qu'on le trouve dans Twitter parce qu'on le retrouve à la télévision aussi. Vous avez su que certains messages de caméras de surveillance et de sécurité qui étaient dans des bars près des attaques à Paris ont été monnayés plus de 50 000 € pour quelques images avec une exclusivité. Ça, c'est une réalité. Donc la télé est dedans. Les médias sociaux sont dans cette même logique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la valeur économique pour les bad news, comme on le disait. Et malheureusement, il n'y a pas de valeur économique aujourd'hui pour les bonnes nouvelles. Et c'est pour ça, malheureusement, que tous ces messages éducatifs ont du mal à passer dans Twitter et qu'on aura du mal à dire à des sportifs, soyez responsables, faites avancer des valeurs positives, si c'est pas ça qui va générer le plus de followers et donc derrière d'économies. Tout à fait. One more. We take Mike Miller is the CEO of the World Olympian Association that represents over 100,000 known living Olympians, and Joel Bouzou is also the president of that organization. Il est président de l'association. Mike. Merci Charmaine. On parle de vecteurs de changement, d'opérer un changement. Le seul moyen d'opérer un changement, c'est que les individus sortent et créent ce changement. C'est à chacun d'entre nous de sortir, de lancer des projets, de communiquer avec les gens. Les champions olympiques sont tout à fait à même de faire cela, de sortir, de parler à des gens de toute génération, pas seulement aux jeunes, et ils peuvent être des vecteurs de changement importants. Il y a des centaines de milliers de champions olympiques, il y a des associations nationales d'athlètes olympiques. Il faut un système plus organisé pour utiliser les champions, les athlètes olympiques pour créer le changement, pour leur donner les moyens de sortir, de parler avec les gens, pour sortir, faire des projets, avoir des projets adaptés au sport. Avec les fédérations sportives. Les gens sont là, les outils sont là, parlons ensemble, utilisons-les pour essayer d'opérer autant de changements que nous souhaitons et que nous pouvons. Merci. Just maybe one word from Joel, from the Un mot de Joël, du président Peace and Sport. de Peace and Sport. Just very short. Juste rapidement. On a parlé du sport et des politiques, de la politique. On a parlé de la paix. Quand on parle de paix, eh ben, on fait de la politique. On fait de la politique. Mais on le fait avec crédibilité. Pourquoi? Parce que nous sommes neutres. Intrinsèquement, nous sommes neutres. Les fédérations de sport, parfois 20 personnes, tous les groupes ethniques, toutes les religions ensemble, ils décident des règles. Et ce qu'ils font, c'est neutre. Et par cette neutralité, on peut rassembler les gens, nous pouvons changer le monde. On peut le faire. Et il faut le faire. Nous sommes des hommes politiques, mais notre but ultime, c'est la paix. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre. Et c'est très puissant. Et ça, nous devons toujours le garder à l'esprit. Merci. Il faut le garder à l'esprit et être conscient que les fédérations internationales et les grands mouvements conservent et maintiennent cette liberté. C'est très important aujourd'hui. Dernier point, je voudrais vous remercier. Merci Pedro, merci Marc, merci Stéphane, merci Gert. Et nous espérons que vous avez eu des clés pour des solutions. Ça a été très intéressant. Merci beaucoup. Et j'ai apprécié beaucoup. Tout cela. Nous avons encore nous avons un moment avec un champion de la paix ici. Tatiana Golovin. Elle va arriver ici. Et attention, le jingle va être lancé. Join us on stage here, Tatiana. Tatiana, venez nous rejoindre. We're going to have you sit down.
Tatiana was a tennis player. She stopped her career pretty young, and she's working elle a arrêté sa carrière for assez media tôt now, et maintenant for elle travaille TV, pour les médias, and pour she's une a télévision. Elle est une championne de paix. Dites-nous ce que vous nous avez dit la dernière fois. Merci beaucoup. Je suis extrêmement touchée parce que je parle en tant qu'ancienne sportive, mais aussi en tant que consultante des médias sportifs maintenant, et aussi en tant que maman d'une petite fille de 4 ans. Et je crois que maintenant, l'une de mes grandes craintes, c'est ce que j'entendais au sujet d'Instagram et tout ça. Moi, je ne veux pas que ça se passe. Je veux avoir de vraies valeurs. Et je suis une mère et le père est un athlète aussi. Nous avons de vraies valeurs et nous savons que tout passe par l'éducation. Il faut que les parents soient impliqués dans la vie de leurs enfants. Et là, quand les enfants n'ont pas leur famille, ils ont besoin d'organisations comme Peace and Sport, des personnes qui soient actives et qui savent exactement ce que font les enfants. Et ça leur permettra de devenir de meilleurs adultes et d'acquérir des valeurs à travers le sport. Je crois que le sport, c'est une action physique avant tout. Les enfants ont besoin de sortir, de jouer. On parlait d'un parcours. Quand vous n'avez pas d'installation, vous devez quand même faire du sport. Vous devez transpirer, vous devez vous sentir fatigué. Ça veut dire que votre esprit va rester occupé, vous serez occupé et vous n'allez pas commencer à penser aux choses idiotes qui se passent dans le monde d'aujourd'hui et les enfants ne seront plus perdus comme ils le sont aujourd'hui. Oui, effectivement, je crois que la technologie est un outil, mais elle va rentrer dans nos vies de plus en plus. Bien sûr, les sportifs les utilisent pour raconter leur histoire et certaines personnes les utilisent pour influencer d'autres personnes. Et parfois, des succès peuvent s'expliquer par un post sur Twitter. Donc vous, en tant que sportive et commentateur dans les médias, comment raconteriez-vous positivement cette histoire? Cet outil social est un mécanisme. Alors, comment est-ce qu'il peut être utilisé pour raconter l'histoire des sportifs? Mais c'est extrêmement difficile parce que malheureusement, nous savons que le monde est vraiment géré en quelque sorte par l'argent, par le sexe. C'est ce que les gens veulent voir. Et c'est ce qui ne va pas. On a besoin de contrôler ce qui est montré à nos enfants. On doit faire attention à ce qui est mis sur les médias sociaux. Il y a beaucoup de sportifs qui ont des milliers, des millions de followers et ça peut être une bonne chose, mais s'ils ne sont pas éduqués, lorsqu'ils n'ont pas été éduqués dans leur enfance, c'est pas parce que vous utilisez Instagram que vous êtes éduqué. Donc l'éducation, c'est important de la donner au moment où on est jeune. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'organisations comme Peace and Sport, parce que c'est l'avenir. Et Peace and Sport peut mettre certaines choses sur ces plateformes. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important pour les enfants qui grandissent dans des quartiers difficiles, qui ne sont pas des enfants privilégiés. Et il faut qu'ils voient quelqu'un à la télévision qui les inspire, parce qu'on parle de l'espoir, et c'est ça qui leur donne l'espoir. Oui, ce sont des modèles. Et on a vu ça avec Yannick Noah dans le tennis. Comme il est venu à partir d'un passé difficile et il est devenu une idole grâce à Arthur Ashe. Donc c'est quelque chose qui doit toucher les enfants quand ils sont encore très jeunes. Il faut qu'ils bénéficient de cette attention humaine et c'est ce dont on manque maintenant avec toutes ces technologies. Qu'est-ce qui vous surprend le plus quand vous étiez en train de voyager dans le tennis, par exemple? Et bien, quand on est jeune, moi j'ai été joueuse de tennis professionnelle à 16 ans, je suis rentrée dans les 30 meilleurs très très jeune et on rencontre beaucoup de gens, on voyage partout dans le monde, mais on a beaucoup de pression sur ses épaules. Il y a les sponsors, tout est une question d'argent, de célébrité, d'obtenir les objectifs, donc on perd de vue l'essentiel et on oublie la chance qu'on a souvent. Simplement avoir la possibilité de voyager, de rencontrer tous ces gens, ça vous permet aussi d'avoir un esprit ouvert. Si vous saviez alors ce que vous savez maintenant, à 16 ans, qu'est-ce que vous feriez? Je m'étais dit, il faudrait que je sois beaucoup plus gentille avec les médias que je ne l'étais à l'époque. Il faut vraiment les respecter. Et même si on n'aime pas les médias sociaux et certains messages qu'on y voit, c'est comme l'avenir.
Et comme on a dit avec Parcours, il faut toucher d'autres enfants et le monde dans lequel ils vivent. Donc les plus jeunes, il faut leur donner un enseignement et leur donner un exemple. Thank you, Tatiana. Tatiana Golovin who is here with us. Merci beaucoup. Thank you very much. This ends our session on time. Perfect, wonderful. Merci beaucoup. Now we have a press conference in 40 minutes at 4:20 around here that level. Thank you very much. I remind you that tonight je vous rappelle que ce soir, nous avons la cérémonie de remise des prix. Peace and Sport va remettre 9 récompenses pour de merveilleux projets, de grands projets. Ça se passera à la Salle des Étoiles et nous allons donc accueillir cette cérémonie. Soyez présents, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et demain matin, nous nous retrouverons à 9h. Ce seront des groupes, des ateliers. Et bien entendu, vous pourrez rencontrer de nombreuses personnes pendant toute cette période. Et à 11h, on aura notre dernière séance sur le travail en équipe. Et là, on a parlé de la clé, on va mettre la clé au contact et on va démarrer. Et bien sûr, notre président et notre prince seront présents. Merci for your attention. Merci Charmaine. Thank you, Mark. See you. Bye-bye.